Alors, nous étions en train d'étudier le terme d'erreur dans un modèle. Donc, les coefficients du modèle A0, A1, bien sûr, sont inconnus. On va les estimer parce que nous aurons finalement un modèle Y égale A0 plus A1 X plus le terme d'erreur qu'on va noter mu ou epsilon, ça dépend. Donc, A0, ça c'est le modèle réel. A0, il est inconnu, donc on va l'estimer par A0 chapeau. A1, il est inconnu, on va l'estimer par A1 chapeau. Donc finalement, les deux paramètres du modèle A0 et A1 sont des variables aléatoires. Donc, bien sûr, ils doivent suivre les mêmes lois de probabilité que celui de mu qui va être estimé lui aussi par epsilon i. Donc, finalement, on va avoir un autre modèle, y égale a chapeau 0 plus a1 chapeau plus epsilon. Donc, epsilon, l'inconnu, il doit suivre les mêmes lois que A0 et A1. Donc, l'estimation de A chapeau 1 est la valeur de l'estimateur A chapeau 1 de A1 pour l'échantillon. Bien évidemment, un petit aperçu sur l'utilisation de la régression linéaire. Donc, normalement, si vous croisez deux variables, vous pouvez croiser des variables quantitatives contre une variable quantitative contre une variable quantitative. Vous pouvez croiser une variable quantitative contre une variable qualitative. Vous pouvez croiser une variable qualitative contre quantitative ou qualitative. Alors, si vous croisez des variables qualitatives, deux variables entre elles, vous allez utiliser le test de Q2 d'indépendance. Ça, vous l'avez vu en théorie de sondage, en échantillonnage. Si vous croisez une qualitative contre une quantitative, vous allez utiliser ce que l'on appelle la régression linéaire. D'accord? Si vous croisez une quantitative contre la qualitative, c'est ce qu'on appelle la régression logistique. Et ça, vous pouvez le voir avec moi en master, si vous aurez la chance d'intégrer le master économétrie. D'accord? Alors nous, on va se focaliser sur cette partie pour le moment. On va voir la relation ou bien la corrélation entre une variable quantitative contre une variable quantitative. C'est ce qu'on appelle la régression linéaire. Donc la régression linéaire simple, c'est le nom, il est dû à Galton. Donc c'est un outil qui est utilisé pour étudier la linéarité entre deux variables pour prédire le modèle. Donc, nous avons déjà parlé de la conception keynésienne de la consommation comme exemple. Vous avez C égale à A0 plus AI revenu. Donc, C, c'est la consommation. R, c'est le revenu. A1, c'est la proportion marginale consommée. A0, c'est la consommation autonome ou incompressible. Donc, la consommation C ici est une variable à expliquer. C, c'est la variable à expliquer. Le revenu s'appelle la variable explicative. D'accord? A1 et A0 sont les paramètres des modèles de coefficient de la régression linéaire simple. Donc, C est une variable à expliquer, comme on peut l'appeler aussi, c'est une variable endogène. C est une variable endogène. Y ici est une variable endogène. R, c'est une variable exogène. D'accord? Le revenu, c'est une variable explicative ou une variable exogène. Donc, soit on parle de variable endogène ou variable à expliquer, soit on parle de variable exogène ou variable explicative. Donc, dans n'importe quel modèle, vous aurez une variable à expliquer et une variable explicative dans le modèle simple. Parce que dans le modèle multiple, vous allez voir une variable à expliquer et plusieurs variables explicatives. Donc, une variable endogène et une variable exogène. D'accord? Une variable Y peut être appelée une variable dépendante
et x c'est une variable indépendante, donc le y, il est soit appelé endogène, dépendante, à expliquer. Le x, exogène, indépendante ou variable explicative. Donc, si nous voulons travailler sur ce modèle-là, on va le spécifier comme ça, de cette façon, on va le spécifier, et on va mettre 7t égale à A0 plus A1 RT, 7t c'est la consommation, R c'est le revenu. On va le spécifier soit en série temporelle, soit en coupe instantanée. Alors, ce qui vous intéresse, vous, maintenant, c'est la première partie, c'est en série temporelle. Et on va commencer l'estimation. Et là, le travail sérieux de l'économétrie commence. Alors, l'objectif, c'était quoi? L'objectif, comme on a dit, dans n'importe quel monde, maintenant, on va oublier consommation, revenu, on va travailler avec des Y et des X. Si nous avons un Y qui est égal à alpha 0 plus bêta X, je change de notation pour ne pas rester figé dans une seule notation. Soit, ça c'est une constante, ça c'est le paramètre c'est le régresseur. A0, A1, alpha 0, bêta, alpha 0, alpha 1, bêta 1, bêta 2, l'essentiel c'est que la forme, elle est toujours la même. Alors, l'objectif est d'estimer ce alpha 0 par alpha 0 chapeau et d'estimer le bêta 0 par le bêta chapeau. Là, on va faire appel à ce qu'on a appelé tout à l'heure la régression linéaire et on va utiliser le modèle qui s'appelle le modèle ONS, Ordinary Least Squares, ou le modèle des moindres carrés ordinaires. Moindres carrés ordinaires, ça veut dire la méthode qui va être utilisée pour estimer les deux paramètres. Ça s'appelle moindre carré ordinaire, donc il y a un carré, il y a un moindre, ça veut dire un minimum, d'accord? Ordinaire, ça veut dire il est lié aux relations linéaires, d'accord? Donc c'est moindre, carré, il y a un carré qu'on va voir, ordinaire. Alors c'est quoi cette méthode de moindre carré ordinaire qui va nous permettre d'estimer ces modèles-là? Vous avez un modèle théorique de régression simple qui s'écrit de cette façon. YT égale à A0 plus A1 XT plus Epsilon T. Ou bien celui-là, c'est la même chose. Donc nous avons N, c'est le nombre d'observations, ça veut dire le nombre d'observations qu'on va collecter sur Y et sur X, ça veut dire la taille de l'échantillon. Nous avons une variable à expliquer, à savoir Y. Nous avons une variable explicative, à savoir X. Nous avons A1, un paramètre de modèle. Nous avons A0, c'est l'ordonnée à l'origine, ça veut dire c'est la constance. Et nous avons un terme d'erreur. Toujours le modèle, il est spécifié de cette façon. Alors, la méthode des moindres carrés ordinaires, il est toujours sous un certain nombre d'hypothèses. Les hypothèses qui vont nous permettre de déterminer les estimateurs des coefficients ayant de bonnes propriétés. La première hypothèse pour travailler sur ces modèles-là, simple, c'est le modèle il doit être linéaire. Ça veut dire la relation entre X et Y il doit être linéaire. On va expliquer ça après. Les valeurs de xt sont observées sans erreur. Normalement, les valeurs sur l'échantillon de x sont des valeurs observées. Ça veut dire on va les détecter sur le terrain. Ils sont observés, ils ne sont pas aléatoires. Lorsqu'on dit ici x sur l'échantillon égale à 5, il est égal à 5. D'accord? L'espérance des résidus, celui-là, l'espérance des résidus, il doit être égal à 0. Ça aussi, on va l'expliquer après. On va expliquer hypothèse par hypothèse. Hein. La variance de résidus, elle est constante. D'accord? On va l'expliquer aussi pourquoi. L'espérance de mu1
et mes 2, il est nul, ça veut dire qu'il n'y a pas de relation entre les deux epsilon. Ça aussi, on va l'expliquer. La covariance entre la variable explicative et le résidu, il doit être nul. Et donc, le résidu suit une loi normale centrale réduite de paramètres 0 et sigma carré. Toutes ces hypothèses-là, on va les expliquer une par une. Alors, je commence par la première. Le modèle doit être linéaire. On n'applique jamais la méthode des moindres carrés ordinaires sur des modèles qui ne sont pas linéaires. Si le modèle il est non linéaire, là, il faut appliquer d'autres méthodes. Nous, ici, nous sommes dans le cadre de la méthode OLS, et donc, on va utiliser le modèle linéaire entre X et Y. Alors, si vous voyez ce graphique-là, on constate que la relation, elle est presque linéaire entre X et Y. Là, la méthode du moindre carré ordinaire, elle est applicable. Ici, on constate que la relation, elle est non linéaire. Là, on n'applique pas la méthode OLS, on applique d'autres méthodes que vous allez voir après. Alors, voilà les types de modèles de régression simple. Ça veut dire K égale à 1. Vous avez une seule variable. Cette relation, elle est linéaire positive. Cette relation, elle est linéaire positive parce que l'augmentation de ça entraîne l'augmentation de ça. Cette relation, elle est linéaire, mais elle est négative. Alors, ce qui nous intéresse, nous, dans la méthode du moindre carré ordinaire, c'est que la relation soit linéaire. Positive ou négative, c'est pas un problème. Alors, cette relation, elle est non linéaire. Cette relation, elle est non linéaire. Ici, il n'y a pas de relation entre les deux variables, x et y. Même si vous changez la variable x, y ne change pas. Donc, la variable x n'influence pas la variable. Alors, nous, on va appliquer la méthode OLS sur les relations linéaires, que ce soit positives ou négatives. Alors, voilà. Si jamais vous êtes confronté à une relation non linéaire, vous pouvez mener une opération de linéarisation. Ça, vous allez le voir après, pas maintenant. Tout simplement à titre d'information. La linéarisation de certaines fonctions avec des transformations. Vous voyez cette fonction-là, elle est de la forme y égale à alpha x à la puissance bêta. Alors, si j'introduis le logarithme sur y, j'aurai log de alpha plus bêta log de x. Et si je pose y égale à ça et x égale à ça, je vais avoir une relation linéaire. Vous avez aussi la relation suivante, alpha, bêta, tout ça, vous introduisez le logarithme et vous linéarisez. Mais ça, tout simplement pour vous informer que vous pouvez linéariser les formes qui ne sont pas linéaires. Et pour le moment, on va rester toujours dans les relations linéaires. Voilà d'autres relations non linéaires qu'on peut linéariser. Et la première hypothèse, elle est analysée. Alors maintenant, nous avons dit que parmi les hypothèses d'OLS, c'est que mu doit suivre une loi normale. C'est ce qu'on appelle l'ignorance humaine, ce que les hommes ne savent pas. Donc, mu suit une loi normale, il doit suivre une loi normale. L'espérance de mu doit être nulle. Quelle est la signification de l'espérance de mu? Doit être nulle, ça veut dire que on espère à ce que les erreurs tendent vers 0. Parce que plus l'erreur tend vers 0, plus y il est égal à alpha plus bêta x. Ça veut dire plus mu tend vers 0, plus la relation devient déterministique. Et ça, c'est très bien. D'accord? Donc, l'espérance de mu égale 0. C'est l'hypothèse principale. Si l'espérance des résidus est non nulle, là, vous ne pouvez pas appliquer la méthode du moindre carré ordinaire. Parce que y il est entaché d'une erreur additive. Le y mesuré et le y vrai plus l'erreur.
D'accord? Mais en moyenne, le modèle est bien spécifié et donc l'erreur moyenne est nulle. Maintenant, la variance. Là, il y a une erreur à corriger. C'est l'espérance de mu moins. Là, il y a un moins ici. L'espérance de mu, c'est l'espérance de... Parce que, comme vous savez, la variance d'une variable x, la variance de x en général, la variance de x, elle est égale à l'espérance de x moins l'espérance de x, le tout au carré. D'accord? Ça, c'est la forme générale de la variance. Mais si j'applique ça sur le résidu, donc je vais mettre variance de mu u, et je vais changer tout simplement x par mu, u, donc moins espérance de mu u, le tout au carré. Elle est égale à l'espérance de mu u au carré. Pourquoi? Parce que, selon la première hypothèse, l'espérance de mu, elle tend vers 0. Elle est égale à sigma carré. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette hypothèse? Tout simplement, l'erreur attachée au résidu, elle est constante. Même si je change d'information d'un individu à un autre, la variance reste la même. La variance reste la même et donc, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'homoscédasticité. Donc, on applique le modèle OLS, il y a un phénomène d'homoscédasticité. Si le phénomène est hétéroscédastique, il ne faut pas appliquer la méthode OLS, il faut chercher d'autres méthodes. Voilà. Donc, c'est l'hypothèse d'homoscédasticité. L'espérance de epsilon t au cas, elle doit être constante. D'accord? Voilà. Si vous tracez x et y, vous allez constater que la forme, elle est homoscédastique. Alors, regardez, cette forme, elle est hétéroscédastique. Ça veut dire que ça commence à se disperser en haut. D'accord? La variance de l'erreur est constante. Le risque de l'amplitude de l'erreur est le même, quelle que soit la période. L'amplitude de l'erreur. Ça veut dire entre ce trait et ce trait-là. Ici, regarde. L'erreur, elle était petite ici. Ça commence à augmenter. Donc, là, on n'applique pas la méthode OLS. Donc, finalement, on doit être en présence. Si j'ai un modèle Y égale à alpha 0 plus alpha 1 x plus mu, alors ce mu-là, il doit suivre une loi normale de paramètre 0 et sigma carré. C'est ce qu'on appelle la loi normale centrée réduite. Alors, si le résidu ne suit pas une loi normale centrée réduite, là, vous allez centrée réduite, là, on ne peut pas appliquer la méthode des moindres carrés ordinaires. Alors maintenant, non-autocorrélation des erreurs. L'hypothèse 5, c'est que les erreurs ne doivent pas être autocorrélées. Les erreurs ne doivent pas être autocorrélées. D'accord? Ne doivent pas être autocorrélées. Ça veut dire l'espérance d'un résidu, T, fois un autre résidu, T', il doit être égal à 0. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que l'erreur de l'observation 1 ne doit pas avoir une relation avec l'erreur de l'observation 2. Je vous donne un exemple. Si vous avez un Y qui est influencé par X, il reste un résidu, epsilon1. Donc, Y1, X1. Un Y2 qui est influencé par X2, il reste un epsilon2. Si jamais celui-là est différent de 0, ça veut dire qu'il existe une relation entre celui-là et celui-là. D'accord? Et s'il existe une relation entre celui-là et celui-là, et du moment que celui-là, il a une relation avec X1, et X1, il doit influencer Y1, par transitivité, on va plus savoir est-ce que c'est epsilon 1 qui rentre en jeu ou epsilon 2 qui rentre en
je. Et donc, les résidus pour un modèle économétrique, ils doivent être indépendants. Donc, l'espérance de epsilon, faites attention, on va utiliser ces hypothèses dans les démonstrations mathématiques. Donc, l'espérance de epsilon t prime, il doit être égal à 0. La covariance entre deux résidus aussi. La covariance entre deux résidus, elle doit être nulle. Si je prends un résidu U1 et un résidu IG, il est égal à l'espérance de U-, il y a un moins ici, là aussi il y a une erreur. La covariance entre X et Y, ce n'est rien d'autre que l'espérance de X moins l'espérance de X fois Y moins l'espérance de Y. Donc là, il y a un moins qui manque ici, il faut le mettre à moins. Il est égal à espérance de mu chi. Pourquoi? Parce que celui-là est égal à 0, celui-là est égal à 0. Alors cette relation, elle doit être aussi nulle. Donc il ne doit pas y avoir de relation entre les résidus d'un modèle. Et on commence le principe de la méthode des moins de carré ordinaire. Donc, on commence le principe de la méthode OLS. Donc, nous avons Y1 égale alpha chapeau plus bêta chapeau XI plus epsilon. D'accord? Et nous aurons un YI chapeau qui estime le alpha chapeau, bêta chapeau XI. Le epsilon, ce n'est rien d'autre que YI moins YI chapeau qui est égal à YI moins alpha chapeau moins bêta chapeau XI. Regardez, epsilon, il est égal à Y moins tout ça. Y moins ça, et ça, il est égal à ça. Donc, YI moins alpha chapeau moins bêta XI. Donc, notre problème maintenant, à quoi doit être égal le alpha chapeau et le bêta chapeau qui vont estimer le alpha et le bêta réel qu'on ne connaît